Donc aujourd'hui, notre programme, c'est 2 conférences féministes. Faites par des hommes. Faites par des hommes. Voilà, faites par des hommes. Dans le titre général, et pour que l'homme ne soit pas l'avenir de la femme. Moi, je préfère franchement à raconter. Ah oui, la femme et l'avenir de l'homme. Ça, c'est du féminisme. Mais c'est un titre que j'ai pris à un livre de Yvon Quignoux, pour que l'homme ne soit pas l'avenir de la femme. Aux éditions L'Harmattan, sous-titre « Quelle égalité homme-femme ». Donc, 2 conférences. La première, c'est sur le thème du patriarcat et du matriarcat. Mon idée, elle est surtout d'argumenter, mon projet est d'argumenter l'idée que le matriarcat n'est pas du tout une bonne idée pour les féministes ou le féminisme. C'est une impasse, intrinsèquement c'est une impasse. Le matriarcat n'a jamais vraiment existé, c'est ce que je vais montrer en relatant les résultats de la recherche. Et quant au patriarcat, lui, il existe bel et bien, et il faut s'en débarrasser, bien entendu. C'est ça la question, c'est pas la question du patriarcat. Et la deuxième conférence la semaine prochaine, c'est égalité des sexes, féminisme et féminité. L'idée, elle est autre, là, c'est de retracer le combat pour l'égalité depuis le Moyen-Âge, hein, et plus intense évidemment au fil des siècles, de plus en plus intense au fil des siècles, mais depuis le Moyen-Âge. Et après ça, de proposer, mais ce sera à titre de conclusion plutôt, l'essentiel étant de retracer le combat pour l'égalité, et après ça, c'est d'ajouter quelques réflexions conclusives sur le thème du féminisme lui-même et sur le thème même de la féminité. Voilà. Tout ça fait par des hommes. Comme vous dites. Voilà. Alors, juste, il y a encore des sociétés matriarcales. Je crois que c'est en Nouvelle-Guinée, il y a quelques tribus. Et moi, j'avais assisté à un cours de l'anthropologue que tu avais cité, Maurice Godelier, qui a vécu dans une tribu, je crois en Nouvelle-Guinée, ou je ne sais plus, oui. Où c'était les femmes qui dominaient le village, qui dirigeaient tout. Ça changeait de ce qui s'est passé. Mais c'est fort intéressant. Alors c'est vrai que c'est très petit, je veux dire, je ne sais plus le mot exact, mais ça peut pas être, c'est pas une généralité, c'est quand même... D'accord. Mais ça a existé quand même. J'ai déjà mentionné le livre de Yvon Quignoux, donc je mentionne ensuite de Christophe Darmanjat, qui est un anthropologue, Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était, aux éditions Smolny, où il fait un bilan de la recherche. Ça date de 2022, où il fait, c'est récent, un bilan de la recherche anthropologique sur cette question. Et puis, venant de paraître, il y a 6 mois, je crois, j'en ai déjà parlé ici, Les structures fondamentales des sociétés humaines de Bernard Lahire. Et là, on a affaire à une somme absolument impressionnante une somme qui est en train d'impacter le travail des chercheurs, tout simplement, on peut le dire. Hein. Une somme formidable, et où Bernard Lahire, lui aussi... Tu peux redire le titre, s'il te plaît ? Les structures fondamentales des sociétés humaines. Merci. Voilà,
Donc, patriarcat, matriarcat. Ah oui, j'ajoute aussi un numéro de la revue L'Histoire, qui date de 2023, le numéro 506. Mais c'est une reprise, c'est un article de Darmanja qui reprend des éléments de ce livre. Alors, on ne s'est pas toujours posé de la question de savoir si il y avait des sociétés où les femmes étaient à égalité avec les hommes ou bien des sociétés où elles étaient en position prédominante. C'est une question qui, pendant très très longtemps, n'a pas été posée pour une raison toute simple, c'est que la domination des hommes paraissait toute naturelle. Il n'y avait aucune raison que pendant longtemps les sociétés se posent cette question. Et puis l'anthropologie sociale est née dans la deuxième moitié du XIXe siècle et elle a remis les certitudes en question. On peut dire que depuis lors, un spectre hante le féminisme, le spectre du matriarcat primitif. Une idée revient régulièrement, dit Madeleine. Celle selon laquelle les femmes auraient été à l'aube de l'humanité les égales des hommes, voire qu'elles auraient occupé une place prépondérante. Voilà. Donc là, je vais aborder 3 points successivement pour commenter tout cela. Le premier point, il est relatif à la contribution de Johann Jakob Backhofen, qui est un juriste suisse qui publie en 1861 Le droit de la mère, recherche sur la gynécocratie de l'Antiquité dans sa nature religieuse et juridique. Backhofen veut démontrer, dit Darmanja, que la famille patriarcale n'avait pas existé de toute éternité, mais qu'elle était le fruit d'une évolution universelle qui avait commencé par un stade marqué par l'absence de toute prohibition sexuelle. Et les femmes avaient ensuite imposé leur domination sur la vie sociale en se fondant sur leur rôle dans la filiation et sur leur mainmise sur la religion. Et le grand exemple de cette configuration, c'est les Amazones. Puis, Backhofen fait état d'une rébellion masculine qui établit la filiation par les hommes. Il voit dans cette rébellion le tournant le plus important dans l'histoire du rapport entre les sexes. À ses yeux, ce tournant marque l'entrée de l'humanité dans la civilisation. Mais les raisonnements de Backhofen avaient un gros défaut, ils reposaient uniquement sur l'analyse des mythes. Darmanja souligne ça. Or, on est incapable de dire quelle est la part de vérité que ces mythes peuvent bien contredire, peuvent bien contenir. Ce dont on est sûr, oui. Oui. Tu as parlé des Amazones, mais il y a eu des Amazones au Bénin qui ont lutté contre l'armée de Sa Majesté en Angleterre. Et on en a parlé, il y a des livres qui en parlent. Oui. Et aussi, dans d'autres régions africaines, c'était les femmes qui dirigeaient, c'est la femme qui choisissait son mari. D'accord. Mais ça, les Occidentaux n'en parlent pas. Oui. Il y a eu pas mal de domaines où, effectivement, il y avait ce phénomène. Oui, il y a quelques exemples comme ça dont on pourra parler. Oui. Il y a même en Asie, en particulier en Chine, les Na, le groupe ethnique des Na. Alors, qui a été étudié notamment par une anthropologue décédée maintenant, Nicole Claude Mathieu, qui est une anthropologue matérialiste, et puis par Pascal-Marie Milan, qui est un maître de conférence. D'accord. Léna. En anthropologie. Oui, Léna. Léna. On les trouve là-dedans. Je vais peut-être anticiper sur ce qui va être développé par la suite, mais je pense que dans les concepts, il ne faut pas confondre des sociétés patriarcales ou matriarcales et des sociétés patrilinéaires ou matrilinéaires.
ça coïncide pas forcément. Il peut très bien y avoir des sociétés matrilinéaires, c'est-à-dire où l'affiliation se fait par la branche maternelle, mais qui reste quand même patriarcale au niveau de l'exercice du pouvoir. Oui, tout à fait. Oui, tu as tout à fait raison. Tout ça est abordé là-dedans. Hein. Oui, parce qu'en fait, il y a 3 critères, et c'est ce que distingue Nicole Claude Mathieu, qui est quand même quelqu'un d'assez brillant, qui distingue le patriarcat, et c'est pour ça qu'il y a une remise en question du matriarcat, parce que ces 3 types de pouvoirs ne sont pas réunis dans ce que l'on appelle souvent le matriarcat, c'est-à-dire le pouvoir de décision politique, le pouvoir économique et le pouvoir de posséder la terre, c'est-à-dire l'héritage de père en fils. Oui, voilà. Donc ça c'est en particulier le cadre dans lequel s'inscrit Darmanjard. On peut anticiper sur les résultats, puisque là les interventions y incitent. On va dire qu'il y a matriarcat quand il y a tout à la fois une prédominance des femmes dans l'ordre domestique, dans l'ordre technique de la production et dans la question de la guerre et des relations avec les autres communautés ou groupes, tribus, communautés, tout ça, hein, tous ces concepts. Quand on regarde, eh bien, il n'y a pas de... On n'arrive jamais à trouver la concordance des 3 critères. On ne la trouve pas. Et donc c'est pour ça que les chercheurs aujourd'hui en viennent à dire que le matriarcat n'a pas existé. Alors il y a des chercheurs qui disent qu'il y a eu par contre des sociétés matristiques. Ils entendent par là des sociétés qui vont vers un certain matriarcat, mais sans respecter les 3 critères. Mais des sociétés qui font un mouvement vers le matriarcat sans que les 3 critères... Et le 3e critère qui n'est jamais réuni, sous l'exception des Amazones ou autres, le critère c'est la guerre, l'utilisation des armes létales, des armes meurtrières, la guerre et les relations avec les tribus, les tribus, les communautés étrangères, enfin voisines, on va pas dire étrangères mais voisines. Voilà. Darmanjard, hein, ce dont on est sûr, en revanche, c'est que les mythes sont avant tout des récits imaginés et transmis afin d'expliquer le monde et de justifier son existence. Voilà, donc ça, cette citation de Darmanjard, c'est par rapport à ce qu'on disait sur Bachofen, qui lui évoque l'existence du matriarcat, mais à partir des mythes. Oui, bon, c'est pas exactement ça le mythe, hein, surtout. Oui, ce n'est pas exactement ça le mythe, un mythos, c'est-à-dire qu'on part d'une réalité qui a bel et bien existé pour ensuite broder autour de cette réalité. Mais il y a une réalité, c'est pas tout est imaginé, hein, c'est une réalité, ce sont tous les chercheurs qui ont travaillé sur le mythe le savent. Hein. D'accord. On part d'une réalité et on brode autour. Ok. Mythos. Les thèses de Bachofen, en tout état de cause, sont donc fragiles, puisqu'il y a des éléments qui ne sont pas contrôlés dans ce qu'il invoque. Pour autant, elles vont rencontrer, ces thèses de Bachofen, un certain écho dans l'anthropologie naissante. Et j'aborde mon 2e point, qui concerne donc un autre auteur, c'est Lewis Morgan, qui est beaucoup plus connu que Bachofen. Pourquoi ? Parce que Lewis Morgan, qui a publié en 1877 un livre qui s'appelle « La société archaïque »,
a été repris abondamment par Friedrich Engels dans son livre « Les origines de la famille, de la propriété privée et de l'État ». Et Engels a repris, et on va dire repris à son compte. Il a plus que repris, il a repris à son compte nombre d'idées de Morgan. Il considérait que Morgan avait fait du matérialisme historique avant l'heure, ou de la prose sans le savoir. Et notamment, il décrivait des sociétés où l'influence des femmes était notable. Le rôle des mères de clan était tel, dit Darmanja, qu'un jésuite du XVIIIe siècle avait parlé à leur propos d'un empire de femmes. Alors, illustration pourquoi il disait ça, les Iroquois possédaient collectivement les champs, les réserves de grains et les maisons. Elles pouvaient rompre un mariage avec un mari paresseux ou brutal. Elles pouvaient déchoir un chef lorsqu'il se montrait indigne de ses fonctions. Bon, c'est ça qui a mené à parler d'empire des femmes. Donc un droit maternel en quelque sorte. La domination masculine qui va suivre impliquait donc un renversement de ce droit maternel. Morgan situe ce renversement à l'aube des civilisations étatiques et du développement des inégalités de richesse. Les milieux féministes ont favorablement accueilli ces thèses de Bachofen et de Morgan. Le courant marxiste, donc je le disais à travers le livre d'Engels, Engels c'est 1884 son livre, les inclut dans ses thèses. Engels dit Darmanja affirmait l'antériorité de la matrilinéarité et évoquait la prééminence des femmes dans la communauté primitive, tout en affirmant l'absence de conflit entre les sexes durant toute la préhistoire. La domination masculine était censée apparaître durant le stade supérieur de la barbarie. Le problème, là aussi il y a un problème, c'est que dans les décennies qui suivirent, la recherche anthropologique, elle a mis à mal aussi les thèses de Morgan. Les exemples de sociétés sans domination masculine, Iroquois, les San d'Afrique australe, les habitants des îles Andaman, eh bien, apparurent aussi comme des exceptions. Et la règle générale, décidément, fut de nouveau la domination masculine. Et cela, dit Darmanja, même dans les sociétés qui sont par ailleurs les plus égalitaires sur les plans politiques et économiques. Par exemple, les femmes sont très infériorisées chez les Baruyas de Nouvelle-Guinée, donc étudiées par Maurice Godelier, alors même qu'on n'y trouve pas d'égalité des richesses. Darmanja est formel. Parmi les milliers de sociétés décrites par l'ethnologie sur les 5 continents, on n'en compte pas une seule dans laquelle les femmes auraient dominé les hommes. Le matriarcat strict, donc cela n'existe pas. Il est même possible d'en faire une constante anthropologique. Et cela est d'autant plus remarquable qu'en anthropologie, les constantes ne sont pas si fréquentes que ça. On a donc envie de dire affaire classée. Pas si vite quand même, parce que la question l'idée du matriarcat primitif a ressurgi dans l'archéologie au XXe siècle. Des statuettes féminines datant du paléolithique et surtout du néolithique furent découvertes et interprétées comme l'indice d'une religion honorant une grande déesse.
On supposait aussi que ce culte devait aller de pair avec une position sociale des femmes relativement élevée, puisque ces déesses semblaient en attester. On trouve dans ce courant notamment le préhistorien russe Piotr Efimenko, entre les deux guerres, et l'archéologue lituanienne féministe Marija Gimbutas, ou Gimbutas. Il convient de noter que ces chercheurs ne soutiennent pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, que dans les sociétés anciennes, les femmes étaient dominantes, mais seulement qu'elles étaient prépondérantes. Ils n'emploient donc pas le terme de matriarcat et préfèrent celui de société matristique. Ce sont des sociétés où les femmes impriment leur marque, disent-ils, mais sans commander aux hommes. On n'est donc pas dans un décalque inversé du patriarcat. Ça, ce serait le matriarcat, le décalque, mais on est dans une société qu'ils ont choisi de qualifier de matristique. Ces sociétés matristiques, nous disent ces chercheurs de ce courant, elles ont été renversées. Elles ont été renversées avec l'arrivée à l'âge de bronze des civilisations équestres et patriarcales venues des steppes des actuelles Ukraine et Russie méridionale. Ces thèses sur les sociétés matristiques n'ont pas convaincu la communauté scientifique, pour qui la question des statuettes n'était pas convaincante. Bon, les statuettes, elles représentaient des déesses, et tous les chercheurs n'étaient pas d'accord pour faire un lien particulier entre ces statuettes et d'éventuelles déesses et une éventuelle position élevée des femmes. Au contraire, dans toutes les sociétés, néolithiques inclus, c'est une domination masculine qui s'observe. Et donc elles n'ont pas été convaincues par cette histoire de déesse. Pour autant, ces dernières années, et en dépit de ça, des livres, ces dernières années, 10, 15, 20 dernières années, des livres ou des films ont mis en scène des femmes néolithiques puissantes, entre guillemets, émancipées, entre guillemets, ou en voie d'émancipation, impliquées dans les mêmes tâches que les hommes. Tout cela n'a pas grand-chose à voir, dit Darmanja, avec le savoir scientifique. Ce sont des opérations artistiques qui ne reflètent pas le savoir académique. Alors, et pourtant, tout ça revient périodiquement. Pourquoi, si ce roman du matriarcat revient ainsi périodiquement, c'est sans doute, il faut bien le dire, parce que nous manquons aussi, il faut le dire aussi très clairement, nous manquons aussi de preuves de l'existence du patriarcat. On manque aussi de preuves. C'est normal pour des peuples qui étaient peu nombreux, qui n'écrivaient pas, qui ne maîtrisaient pas l'écriture et qui n'enterraient pas ou qui n'enterraient que rarement leurs morts. Mais cette absence de preuves, qui est le lot inévitable de disciples comme l'archéologie, l'anthropologie et l'ethnologie, ne saurait en aucune manière être interprétée, il faut bien le dire, comme preuve de l'absence du patriarcat. Donc l'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Les observations disponibles pour les 19e et 20e siècles, donc il y a les Inuits, les San d'Afrique australe et des centaines de groupes aborigènes d'Australie, montrent une grande diversité de situations, dit Darmanja, allant d'un certain équilibre entre les sexes jusqu'à une sévère domination masculine. Mais partout prévaut une assez triste division sexuée du travail qui réserve aux hommes... Qu'est-ce que j'ai dit? Une assez stricte division sexuée du travail. Alors, je suis d'accord avec ce que je viens de dire. Je recommence. Mais partout prévaut une assez stricte division sexuée du travail qui réserve aux hommes
les armes les plus létales, la mise à mort du gros gibier et la violence organisée. Demanja ajoute: la prévalence universelle de ce trait à l'époque récente laisse à penser qu'il s'agit d'un héritage assez ancien. Donc les mythes fournissent également un indice. Là, ici, on va les utiliser à la différence de ce que j'ai fait, de ce que faisait Darmanja jusqu'à présent. Les mythes, très souvent, ils évoquent une période de domination féminine. Invariablement, ils expliquent que celle-ci a été suivie par la domination masculine. Et invariablement également, ils légitiment l'ordre existant. Ce qui, d'une manière très générale d'ailleurs, est conforme à la fonction des mythes, de légitimer l'ordre existant. Un chercheur a pu établir que dans les mythes, le thème du matriarcat originel, et donc disparu, remonte à plus de 50 000 ans, lors de la dispersion d'Homo sapiens à partir de l'Afrique. Cet indice permet de faire remonter la domination masculine à au moins 50 000 ans. Mais encore une fois, c'est un indice, c'est une supposition, nous n'avons pas de preuve. Une conclusion. En conclusion, plusieurs points. L'idée tout d'abord qu'un âge d'or de la condition féminine aurait précédé la domination masculine est difficile à soutenir. Souvent avancée, elle a toujours été rejetée par la majorité des chercheurs et chercheuses. Les recherches les plus récentes portent plutôt à des affirmations moins péremptoires. Yvon Quignoux résume ainsi les choses. Dans les sociétés préhistoriques, fondées sur la chasse, la pêche et la cueillette, il existait une division sexuelle du travail qui n'impliquait pas une subordination importante de la femme à l'homme, spécialement quand ces sociétés étaient de petite taille, où cette subordination était quasi nulle. Donc, on va dire pas de matriarcat franc et massif. Mais on peut aussi dire pas de patriarcat franc et massif non plus, qui nous poursuit. Et il n'y a pas eu non plus, tout au début et avant le développement de la production agricole, de véritable patriarcat primitif. C'est donc bien, poursuit Quignoux, le développement productif et d'abord agricole qui a produit l'inégalité homme-femme, instauré le patriarcat au sein des sociétés marquées par l'existence des classes liées à la propriété privée des moyens de production. Ce qui était alors en jeu, c'était cette propriété et la volonté de la transmettre aux descendants. Voilà. Donc, pas... Oui. Oui. En fait, bon, lui, il est marxiste, hein, mais... Je n'ai pas compris ce que tu dis. Non, je dis Quignoux est marxiste, c'est-à-dire c'est une approche marxiste. Mais en définitive, je pense qu'il faut bien distinguer matriarcat, patriarcat d'un côté et égalité. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de patriarcat qu'il y a égalité entre les sexes, hein, même à ces périodes-là. Donc voilà, il faut bien que ce soit clair quand même. Parce que mais voilà, aujourd'hui il n'y a pas de patriarcat stricto sensu, c'est pas pour autant que nous avons une égalité. Oh là là, il faut être effectivement extrêmement clair là-dessus. Il faut bien que... mais attention, patriarcat, matriarcat, je crois qu'on peut dire que c'est nous qui collons sur la réalité des sociétés primitives ces problématiques-là. Parce que nous avons des valeurs surplombantes, liberté, égalité, fraternité, évidemment. Les sociétés primitives de l'époque, oui, mais respectées ou pas respectées, ça c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, c'est en référence à ce genre d'idées que nous avons, alors depuis maintenant 2 siècles, on va dire, que nous avons
construit l'anthropologie, tout au moins construit l'anthropologie, et au sein de celle-ci, on a accordé une place particulière à la question du matriarcat et du patriarcat. Donc c'est une problématisation anthropologique occidentale. Bien. Il faut le préciser. Il faut le préciser, occidentale. Hein, bien. Et les sociétés, je termine, et les sociétés de l'époque, d'il y a 50 000 ans, elles ne se posaient en rien ces questions. Oui, moi je voulais juste une précision, c'est qu'on examine toujours le monde depuis ce qu'on connaît en fait, et ça, l'histoire n'échappe pas à ça. Et quelque chose de très intéressant, c'est qu'avec les nouvelles technologies, beaucoup de choses sont en train d'être relues, en fait, reconsidérées. Et avec la découverte de l'ADN, on a découvert que des cadavres qu'on pensait d'hommes étaient des femmes. Par exemple, chez les Vikings, en fait, des chefs de guerre qui étaient entourés de butins de guerre, d'armes, etc. Et on avait dit, d'emblée, c'était des hommes parce qu'il y avait le butin de guerre avec eux. Et maintenant, on sait que c'était des femmes, en fait. Et c'est pas le seul cas, en fait. Il y a d'autres trucs où il y a eu. On sait aussi que certains, dans les peintures préhistoriques, il y a des mains, c'est sûr que c'était des mains de femmes, en fait. Donc il n'y a pas que les hommes qui peignaient dans les grottes, dans les cavernes. Donc avec les nouvelles technologies, on a interprété l'histoire au moment de la découverte depuis ce que l'on connaissait. Donc les hommes chassent, les hommes sont dominants. Et maintenant qu'on a des moyens de savoir de façon juste, exacte, précise certaines choses, on se rend compte que les choses n'étaient pas comme on les pensait en fait. D'accord. Sur les Vikings, tu as la référence? Non, mais je l'ai lu dans une revue historique. Non, on a eu une conférence à ce sujet entre le 8e et 10e siècle. Les femmes avaient l'égalité de l'homme. C'était société patriarcale, mais elles étaient à égalité dans tous les domaines. Ce qui a été... Les Vikings, vraiment, parce que c'est pas parce que ce sont des guerrières qu'elles sont... qu'elles dominent forcément. Mais distinguer domination. Est-ce qu'on peut l'écouter? Terminer. La question, c'est pas la domination. Elles avaient des droits qu'aucune autre société n'a donné. C'est pour cela que même ce que nous disait Christian Gilabert, que quand les Vikings envahissaient la Bretagne, ils sont venus jusqu'à Marseille, etc., ça ne plaisait pas par rapport au rôle que les Vikings donnaient aux femmes. Après, il y a toute une autre chose. Mais, par exemple, moi je connais bien, vous le savez, la forêt amazonienne, il y a des tribus où alors là, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est société patriarcale peut-être, mais souvent c'est pas le père qui dirige les enfants, c'est le tonton, c'est le chef. Oui, chez l'ENA. Et moi je crois, ma belle-sœur qui est actuellement en vacances chez moi, elle est d'origine amérindienne, de Macapa, mais pareil, et quand on regarde, il y a encore de ces tribus aujourd'hui qui vivent différemment. Et les femmes, elles subissent pas une domination masculine comme on peut l'imaginer. Alors je sais pas comment on peut appeler société patriarcat, matriarcat, mais il y a une répartition des tâches. Les hommes vont à la chasse, mais il y a des femmes aussi qui vont. Mais c'est une vie d'une société très particulière. Et juste parce que je suis allé au mois d'octobre là, en Amazonie, mais il y a aussi un gros problème, c'est que c'est les jeunes qui aujourd'hui sont de ces tribus, qu'ils ont les téléphones, internet et tout. Il y a un taux de suicide considérable parce qu'ils ne se retrouvent plus dans cette sorte de civilisation. Ça mériterait beaucoup plus de débat. Après, j'ai juste une appréciation. Par exemple, dans la religion islamique, les 2 premiers siècles de la création, 6e, 7e, 6e, les femmes avaient une certaine place. C'était société patriarcale. C'est par exemple l'héritage, je crois que c'est au Mali, dans certains pays, se faisait par les femmes. Pour quelle raison? C'était des intérêts économiques. C'est-à-dire que comme ça, les parents de la femme gardaient le patrimoine agricole, etc. Il y avait des intérêts à ce sens. Mais en même temps,
par rapport à la religion de l'islam aujourd'hui, ça n'avait rien à voir. La femme, elle avait, c'était une société patriarcale, mais elle avait quand même des droits. Et 2 siècles après, tous ces droits, c'est un imam qui nous avait fait une conférence, pareil, qui nous avait expliqué comment les seigneurs de guerre avaient balayé ça. Et avaient balayé ça parce que ça ne correspondait pas à la domination, etc. D'accord. Après, juste un aspect, moi je suis un passionné de l'Égypte ancienne. Bon, c'est 4 à 5 000 ans de civilisation, c'est fou. Alors, c'est pas une société matriarcale, mais il y a quand même eu, surtout, les Fertiti, etc., alors, qui ont dominé des hommes dans des civilisations très importantes, et pendant plusieurs décennies. La dernière Cléopâtre, qui n'était pas égyptienne, mais vous savez qu'elle était macédonienne, c'était la famille de Plomontier qui a été mise en Égypte par Alexandre le Grand. Mais pareil, elle a eu une domination extraordinaire. Cléopâtre, en plus, sans parler de sa vie privée, elle a eu 2 grands amants, c'était des empereurs romains, Jules César et Antoine. Chez les Romains, pardon. Vous voyez un peu. Donc, la société. Et là aussi, la société égyptienne, il y avait une particularité. Il y avait vraiment ceux qui étaient surexploités, etc. Mais il faut savoir que la construction, enfin, c'est un aparté, la construction des pyramides, enfin, de toutes ces œuvres extraordinaires, c'était pas fait par les esclaves, c'était fait par des artisans. Et moi j'ai visité des villages d'artisans, ils avaient l'eau courante chez eux. Des esclaves aussi. Non, pas d'esclaves. Si, il y avait des esclaves. Il y avait des prisonniers de guerre, mais il n'y avait pas d'esclaves chez les Égyptiens. Et quand vous visitez, les maisons des artisans, vous êtes surpris. Alors qu'est-ce qui se passait? C'est que le régime, bon, après sur 400 000 ans, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qui se passait, c'est que il n'était pas que constructeur, parce que le Nil était très riche, parce que quand moi j'ai fait une croisière sur le Nil, de chaque côté vous voyez de la verdure et après c'est le désert. Quand c'était la saison, donc ils arrêtaient de construire et faisaient l'agriculture. Donc ça aussi c'est des images qu'il faut voir. Je vous parle de ça parce que, pas de la société matriarcale, patriarcale, mais c'est des civilisations qui peuvent nous interroger. Oui, mais moi je trouve que dans notre optique, ce qui nous intéresse, c'est quand même, on n'est peut-être plus aujourd'hui dans un patriarcat comme on le décrit, voilà, stricto sensus, mais quand même, il y a une volonté de sortir d'une domination masculine héritière de nombreuses années, décennies, siècles, etc. Et ce qu'à travers ce que vous disiez là, ce qui me semble, c'est que justement l'émergence d'un pouvoir masculin fort à partir d'un moment correspond à des sociétés qui commencent à s'organiser économiquement avec l'agriculture, la multiplication des tâches, etc. Et à ce moment-là, on voit apparaître une domination masculine qui n'avait peut-être pas lieu d'être jusque-là, et la volonté d'avoir un ordre, et c'est l'homme là qui s'impose. Et il me semble qu'à ce moment-là, nous sommes les héritiers lointains, mais les héritiers de ces organisations qui, avec le temps, ont amplifié, qui ont formé des États, voilà, et avec ça, avec cette puissance d'État, la puissance masculine du pouvoir s'est renforcée dans le même temps, quoi. Et c'est ça qui nous... Enfin, pour moi, je pense que c'est ça qui nous intéresse dans la mesure où on veut en sortir aujourd'hui dans des sociétés... J'ai deux demandes de prise de parole de Jacqueline et Hervé. Je les ai vues, mais je réagis d'abord pour dire que les 2 ou 3 prises de parole qui viennent d'avoir lieu, à mon avis, elles renforcent
ce que peut dire Yvon Quignoux quand il nous incite plutôt à regarder les choses en nuances. Et ce que j'ai tendance à voir dans son discours, quand il dit regarder les choses en nuances, c'est aussi regarder les choses en processus. C'est-à-dire que l'agriculture se développe à un moment donné dans les sociétés et ça change la donne, ça change les problématiques, apparaît la propriété privée et ça pèse, ce sont des facteurs qui pèsent lourdement sur la question du matriarcat et du patriarcat, et tout ça évolue. Voilà. Jacqueline. Et il n'y avait pas Hervé avant? Si, mais tout de suite après. Te tracasse pas. En bon? Moi, je suis féministe pour l'égalité. Ouais. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce soit dans la Rome antique ou dans la Grèce antique, on ne peut pas dire que même à des périodes où les femmes ont beaucoup de liberté, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas une domination masculine. Et pour ce faire, il faut quand même regarder le droit romain notamment. Et là, dans les références, en plus de Nicole Claude Mathieu, qui elle est anthropologue, il y a aussi les juristes, et notamment Coralie Raffen, qui fait partie de Paris Dauphine et qui a étudié ces questions de droit. Donc il faut mettre quand même un bémol, c'est pas parce que les femmes ont des libertés qu'il y a eu Sappho en Grèce, que chez les Étrusques il y a eu un semblant de liberté des femmes, etc. Je crois qu'il faut aussi interroger le droit. Oui, c'est sûr. Hervé et Robert. Une remarque assez brève, c'est que dans le cas du patriarcat, par exemple, il y a une domination des hommes sur les femmes, il y a aussi des structures de domination au sein des mêmes sexes. C'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas égaux pour exercer la domination masculine, quoi. Il y a des hiérarchies, y compris au sein des mêmes sexes. Bon, on peut présumer qu'au sein du matriarcat, il peut également être de même, c'est-à-dire que toutes les femmes n'occupent pas des positions sociales égalitaires. Les sociétés patriarcales, c'est pas des sociétés où règne la fraternité et l'égalité, donc on peut présumer que dans des sociétés matriarcales, c'est pas non plus forcément le règne de la sororité et de l'égalité, quoi. Bien sûr, ça rejoint la question de la propriété privée, de l'évolution des structures de production, etc. Moi, je ferais une remarque sur un autre terrain. Le marxisme a commencé à se développer au XIXe siècle, à une époque où le monde était fini, c'est-à-dire qu'il était purement occidental. Depuis le XVIe siècle, le monde entier était, dans l'esprit surtout des Occidentaux, à occidentaliser ou déjà occidental. Ouais. Je crois que c'est important parce que ça marque tout le marxisme, y compris de nos jours, à mon avis. Par exemple, les difficultés des mouvements révolutionnaires marxistes en Amérique du Sud, avec les tribus amérindiennes et les difficultés qu'ils ont rencontrées par exemple au Nicaragua ou ailleurs, avec des malentendus très graves, au Chili aussi par exemple, à un moment d'Allende, etc. Et je pense que le marxisme est marqué par cet occidentalisme très fort qui survit encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, quand on pense l'ensemble de ces problèmes, de ce type de problème, on est quand même très marqué par l'idéologie dominante qui remonte au XIXe siècle, mais qui existe toujours dans notre esprit, surtout des pays colonisateurs. C'est sûr. Dans le séminaire, on n'a jamais traité vraiment cette question, mais on l'a un peu tangenté il y a 3-4 ans. C'était pendant le Covid, avec un auteur, mais il faut que je me souvienne de son nom, un auteur cubain, sur la philosophie, penser la philosophie interculturelle, un truc comme ça. Comment il s'appelle ça? Forné-Bettencourt. Raoul Forné-Bettencourt. Et qui est un excellent auteur, je vous le recommande chaudement, parce qu'il se bat contre tous les systèmes, les philosophies, les ceci, les cela, qui sont en fait purement occidentaux. Et lui, il dit non, il faut désoccidentaliser
beaucoup de choses. Et il plaide pour donc une approche interculturelle, et c'est assez intéressant. Et on avait fait pendant le Covid donc une petite pastille vidéo sur Fornay-Bettencourt. Puisqu'on parlait du droit, là, oui. c'est une discipline parmi les sciences sociales qui exclut le comparatisme. Pratiquement, il n'y a pas de comparatisme. Dans le droit? Non, dans le secteur, dans l'université, dans l'académie de la pensée académique française en droit, et en Allemagne et ailleurs, c'est pareil, ou presque. Et à mon avis, comme c'est le secteur le plus réactionnaire, le comparatisme aussi est particulièrement exclu. Parce que comme ça, on est sûr de notre vérité. Ouais. C'est ça. C'est ça. Mais je pense que tous les mouvements progressistes aussi sont marqués par cette difficulté à sortir de leur petit monde. Non, moi je voulais juste dire que je pense que naturellement, je suis pas marxiste et pourtant je suis d'accord avec ce que vous avez dit, que c'est peut-être à cause de la transmission de la propriété privée qu'un patriarcat aussi dur s'est installé. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne peut pas avoir de matriarcat similaire, hein, puisque à mon avis c'est la question de la transmission qui a fait que... De transmission de l'héritage. De l'héritage, oui. Que les hommes prennent ce poids-là. Je pense qu'au naturel, on aurait tendance, sans la question de la propriété privée, à être plus égalitaire. Pas complètement, je ne sais pas, je ne vais pas faire un monde parallèle tout seul, hein, mais je pense que sans la question de la propriété privée, je pense qu'on aurait tendance à être moins clivé, voilà. Et donc, essayons de sortir dans toutes ces questions d'une vision oui-non, plus-moins, oui-non. C'est pas comme ça que ça se passe. On est dans des processus qui se développent, alors sûrement dans les sociétés primitives sur des milliers d'années, très certainement. En tout cas, notamment avant l'agriculture, c'est sûrement des milliers d'années, des milliers et des milliers. Bon, après l'agriculture, peut-être que ça s'accélère un peu, je l'imagine comme ça, mais sans en être sûr, bien sûr. Mais en tout cas, il y a des nouvelles réalités qui apparaissent. Fanny, non? Pas de question. Voilà, alors oui, ce que je voulais aussi dire, c'est revenir sur ce que je disais, savoir, retenons la leçon de Quignou, c'est-à-dire soyons tout en nuances, tout en processus, tout en évolution, etc. Et avec sûrement le tournant que peut représenter l'agriculture et la propriété privée. Après, juste une référence en question de tournant, il y a Silvia Federici dans son livre Caliban et la sorcière, où elle étudie l'élimination d'autres formes de société, en fait, d'organisation sociale, au moment de l'accumulation primitive, en fait. Oui. Et donc, l'élimination du pouvoir des femmes qu'on pouvait voir au Moyen-Âge, puisqu'au Moyen-Âge, il y avait finalement la société à trois états. Oui. Faisait qu'à l'intérieur de chaque État, il y avait moins de différence de sexe en fait qu'après. Il y avait toujours le haut et le bas dans chaque État. Oui, voilà. Il y avait plus de différence entre les États qu'à l'intérieur des États entre les sexes. En fait. Bon, bref, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est juste pour dire que ce livre-là étudie très précisément ça en fait. Oui, disponible en livre de poche, livre très intéressant. Quignou qui va venir chez nous en décembre sur la laïcité. Voilà. C'est entre. C'est bon de nous informer parce que. Donc, on reprend là au hasard. Oui, d'autant que je pense qu'on l'a déjà dit. Ah, tu l'as déjà dit. Alors, non, ça c'est autant pour moi. C'est Demangeat. Oui. Demangeat pense que l'idée fascine celles et ceux qui aspirent à l'émancipation féminine parce qu'elle semble leur fournir un bon point d'appui. Voilà, l'idée du matriarcat, donc, bien sûr. Elle séduit. Et bien sûr qu'on peut le comprendre. S'il n'existait aucune division sexuée du travail au Paléolithique, ni non plus, de ce fait, aucune domination masculine, alors cela signifie que la domination masculine est un construit humain, construit social, plus tardif. Cela veut dire aussi, c'est extrêmement important, que la domination masculine n'a rien de naturel. C'est aussi à cela qu'il faut en arriver. Elle est le fruit de l'histoire humaine, il faut le marteler,
Et ce que cette dernière a fait, l'histoire humaine, elle peut le défaire. Vous savez, il y a une formule. Ce que la République a fait, elle peut le défaire. Ce que l'histoire humaine a fait, elle peut le défaire. Dit autrement, cela n'a pas toujours été ainsi, donc cela peut changer. Mais pour Darmanjah, cette manière d'invoquer un prétendu matriarcat originel est une erreur de raisonnement. En elle-même, l'existence réelle ou supposée d'un matriarcat passé ne rend nullement plus probable l'égalité des sexes à l'avenir. Inversement, la domination masculine ne serait ni plus légitime ni plus inéluctable si elle s'avérait provenir du fond des âges. Voilà. Donc tout ça, ce sont quelque part des impasses. Le matriarcat primitif, donc, globalement ne résiste pas à l'analyse, et le patriarcat primitif non plus. Non plus. Et je crois que, une nouvelle fois, nous pouvons suivre Yvon Quinoux quand il dit... C'est donc bien le développement productif, et d'abord agricole, qui a produit l'inégalité homme-femme, instauré le patriarcat au sein des sociétés marquées par l'existence des classes liées à la propriété privée des moyens de production, et entraîné les formes multiples d'inégalités entre les hommes et les femmes dans la société comme dans la famille. Et ce qui était alors en jeu, c'était cette propriété de la volonté de la transmettre aux descendants. L'homme produisait ou faisait produire des richesses qui lui appartenaient, et la femme, éloignée de la production, devait se consacrer à la seule reproduction de la descendance qui en héritait. Donc si on veut disons, résumer, le point c'est quoi? C'est que le problème ce n'est absolument pas le matriarcat, le problème c'est le patriarcat. C'est le patriarcat dont il faut s'occuper. Hein. Et donc, pour ma part, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette conférence, pour ma part, je pense que les féministes qui s'agitent ou qui argumentent, etc., par rapport au matriarcat, à mon avis, elles perdent leur temps. Elles s'engagent dans une piste qui n'est pas prometteuse, qui n'est pas fructueuse. Ce qu'il faut faire, c'est combattre le patriarcat. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est sûr. Mais aller invoquer le matriarcat, je n'y crois pas. Pour le féminisme, je veux dire, je n'y crois pas. C'est même stupide. Pour une raison simple. Non, mais Nouvel argument. raison simple, c'est que ça signifierait que s'il y a eu un patriarcat, c'est en réaction contre un matriarcat. Alors, loin de servir le féminisme, ça le dessert. Et c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Par la recherche, certains chercheurs le disent. Certains chercheurs vont jusqu'à dire que le patriarcat, cela a signifié le basculement dans la civilisation. Eh oui. Eh oui. Quelle civilisation? Après, il y a plusieurs tendances dans le féminisme, comme la civilisation occidentale. Mais quels sont les courants qu'on peut assimiler de la différence, mais c'est tout, la plupart. Quels sont les courants qu'on peut qualifier de défenseurs d'un matriarcat aujourd'hui? Alors, moi, je ne suis pas assez compétent sur cette question parce que je ne suis pas, moi, les débats de près dans cette question du féminisme. Je suis ce que dit Darmanjah, qui dit que le thème du matriarcat rebondit depuis un siècle et demi. Et qu'il y a même des chercheurs, des chercheuses en l'occurrence, qui ont voulu montrer, des chercheuses qui ont voulu montrer, je ne les ai pas reprises là, hein, ces informations-là, je ne les ai pas reprises, qui ont voulu montrer que le matriarcat était une réalité. Bon, en invoquant, en avançant l'idée que le patriarcat était une entrée dans la civilisation.
Mais vous savez, le féminisme s'appelle féminisme parce que c'était les femmes qui étaient les opprimées, on va dire, dans cette organisation sociale. Mais c'est une idéologie de l'égalité, pas... Oui. Elle va renverser le système, un autre système égalitaire, quoi. Enfin, Moi, je crains qu'on accuse des courants de matriarcistes, je ne sais pas comment on pourrait dire, justement quand on veut condamner les mouvements qu'on n'apprécie pas parce qu'ils seraient excessifs. Je pense à MeToo par exemple. Et je pense que c'est une belle façon éventuellement de démolir MeToo pour ses excès entre guillemets, au nom d'une défense contre le matriarcat qui serait une impasse. C'est-à-dire que ça serait une nouvelle manifestation en fait de réaction patriarcale, patriarcaïste. Ouais. Je suis très susceptible parce que je ne vois pas, peut-être il y a certainement des personnalités, des individus, des femmes qui pensent ça peut-être, évidemment. Mais des courants organisés, militants et actifs et déterminants en ce moment, moi, pas tellement dans ce sens-là. C'est possible ce que tu dis, c'est possible, je ne sais pas. Mais. Parce qu'on dénonce tellement les excès actuellement, c'est une contre-offensive. Oui. Que cette contre-offensive, elle pourrait très bien être justifiée par. On ne va pas quand même faire le contraire, ça n'aboutirait à rien. Oui. Faire le contraire de l'ordre établi. Oui. Moi, ça me paraît plutôt être une arme défensive actuellement du masculinisme. D'accord. Moi, ce que je dis, c'est. C'est pas ça du tout, hein. Non, je sais bien. Ce que je dis, c'est. Occupons-nous du patriarcat, c'est tout ce que je dis. Non, mais il n'y est pas même le patriarcat, parce qu'il n'y a plus on transmet plus la terre de père en fils. Le patriarcat, il y a la domination, c'est légèrement différent. Oui. Hein, il y a l'inégalité. On peut parler d'inégalité. Parlons d'inégalité, de domination. Voilà, mais plus d'inégalité à l'heure actuelle. Voilà. Mais dans l'analyse féministe, le patriarcat est quand même un système culturel dans lequel on vit. ça dépend. C'est un du patriarcat, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il n'y a plus aucune trace de patriarcat? Mais non, mais dans le sens où les chercheurs le définissent à l'heure actuelle, avec ces trois pouvoirs, c'est-à-dire, je rappelle, le pouvoir de décision politique, le pouvoir économique, le pouvoir de posséder la terre par héritage, on ne peut pas dire que stricto sensu, nous sommes sous un patriarcat. Si c'était le féodalisme, si c'était la monarchie absolue, d'accord. Mais pas au sens restreint, mais voilà, pas au sens anthropologique. Ouais. Voilà. Mais la majorité des mouvements féministes, ils ne demandent pas le patriarcat, ils veulent l'égalité comme les hommes dans une société bien sûr. Responsable. La question c'est celle-là. Et je peux vous dire, quand j'ai appris que la présidente qu'au Mexique, ils ont élu une femme, là où il y a je ne sais plus combien de meurtres de féministes. Oui, 10 par jour. 10 par jour. Je peux vous dire, j'étais heureux. Bien sûr. Elle va avoir du mal, la pauvre, mais quand on voit un pays comme ça qui élise une femme au pouvoir avec un score, quand même un beau score, hein, oui, 56 ou ça va. Alors, je ne peux pas, on ne peut pas conclure là tout de suite cette conférence sans mentionner ce que dit Lahire dans ce livre-là. Hein? Donc, Lahire, il a fait une synthèse de 10 000 recherches, alors sur tous les sujets, hein, sur tous les sujets. Pas 10 000 recherches pour matriarcat, patriarcat, 10 000 recherches pour le livre dans son ensemble. Il a trouvé une recherche de Stephen K. Sanderson. Je vous mets la fiche Wikipédia dans la trace écrite, qui a fait l'inventaire des situations en rapport avec la question qui nous agite ce soir, l'inventaire des situations n'ayant jamais existé dans l'histoire des sociétés humaines. Situations n'ayant jamais existé dans l'histoire des sociétés humaines. Et voici la liste des situations n'ayant jamais existé. Des sociétés sans différenciation sexuelle. Des sociétés de chasseurs-cueilleurs dans lesquelles les femmes chassent les hommes et cueillent.
des sociétés agraires dans lesquelles les femmes labourent et les hommes effectuent les travaux domestiques, des sociétés dans lesquelles la plupart des guerriers sont les femmes, des sociétés industrielles dans lesquelles les professions à forte composante éducative sont principalement occupées par des hommes, des sociétés dans lesquelles les hommes cherchent comme compagnes des femmes de statut supérieur et les femmes des hommes plus jeunes qu'elles. Ces sociétés, d'autres sociétés, dans lesquelles les hommes assument la plupart des soins parentaux. Des sociétés dans lesquelles les femmes investissent davantage dans la copulation que dans les soins parentaux. Des sociétés dans lesquelles les femmes se font concurrence plus vigoureusement que les hommes pour les postes de haut niveau. Voilà les paquets. Donc, Lahire, il dit qu'il y a une ligne invariante de force autour de la domination masculine. Le mot domination. Mais il dit ça n'empêche pas des cas divers et variés, des situations diverses et variées. Car la ligne invariante de force autour de la domination masculine se trouve toujours soumise à d'autres forces et par conséquent se développe tant que les conditions le permettent. Mais peut être inhibée, voire contrecarrée, lorsque les conditions freinent son expression ou lui font obstacle. De sorte, ajoute donc Lahire, que je suis en train de dire, que les exceptions constatées permettent de leur côté de comprendre quelles autres forces viennent contrarier leur expression. Il se trouvera toujours des exceptions qui permettent d'identifier les conditions pouvant suspendre, plus ou moins durablement, l'action des lignes de force et des lois. Et Dharmaja conclut: la clé de l'émancipation des femmes, à laquelle aspire actuellement une partie de l'humanité, se situe dans les réalités et les dynamiques contemporaines et non dans un passé fantasmé. Voilà. Donc la semaine prochaine, on va changer quand même très sensiblement de problématique, puisque je vais faire un historique de la lutte pour l'égalité depuis des siècles et des siècles. Historique que j'ai trouvé dans une revue dans laquelle je ne m'attendais pas à le trouver, c'est Économie et politique, qui est une revue d'économie marxiste du PCF. Et il y a quelqu'un que je ne connaissais pas, Yvan de Saint-Jour, je crois que c'est ça, Yvan son prénom, qui a fait un historique en 2 parties, dans 2 livraisons successives, et je vous en présenterai un résumé la semaine prochaine. Voilà. En attendant, vous aurez la trace écrite. Alors, pour la voir, il faut être, je pense, aux têtes nouvelles. Là, je ne sais pas trop si... Ok. Donc, sur notre site, tu as expliqué. Mais de toute façon, vous l'avez sur le site des Amis de la Liberté de toute manière. Vous n'avez pas besoin d'être inscrit, mais c'est quand même mieux. Voilà, donc en attendant, vous aurez la trace écrite et la trace vidéo. Encore quelques questions? Là, il y a José. Juste, c'est 2 questions. Par rapport à notre situation aujourd'hui, et ce que j'appellerais la division sexiste du travail. Moi, j'étais enseignant, je crois que le nombre de fois où j'ai entendu dire si on est salaire si bas, c'est pas s'il y a trop de femmes dans l'éducation et que c'est leur argent de poche, ça m'a semblé assez extraordinaire, mais je trouve que ça ressemble énormément à ce qu'on entend quand on dit les ouvriers, ils sont mal payés parce que de toute manière, il y a des étrangers qui demandent qu'à venir travailler. Bon, moi j'aimerais bien qu'on gamberge là-dessus et qu'on voit de près là-dessus. Il y a toujours sur ce sujet-là, sur cette division sexiste du travail, j'étais frappé quand j'étais en Bolivie, dans les grands marchés, et de revoir des situations que j'avais trouvées à l'époque où il existait vraiment un marché à Nice, c'est-à-dire un marché de producteurs. Et majoritairement, là-bas, c'était les femmes qui vendaient, parce que les gars,
ils étaient au champ à travailler. Ici, on avait vu la même chose. Regardez aujourd'hui, c'est plus ça, parce que c'est des revendeurs. C'est-à-dire qu'on a vu un certain changement dans le fonctionnement, y compris le marché de la vente. C'est plus de la production avec un partage au niveau agricole, c'est de la revente avec on va acheter et on revend. Et la deuxième chose, par rapport aux questions de droit, il y a quand même des choses assez intéressantes qui se produisent, mais avec un paquet de retard. Le seul exemple que je donnerai, parce que moi il m'a beaucoup touché, c'est cette façon qu'on a encore d'attribuer la garde des enfants prioritairement aux mères. Qu'on a encore, c'est en train d'évoluer, mais dire je suis père, je veux la garde des enfants, il y a simplement 15 ans, c'était impossible. Vous êtes fous. Ouais. Voilà. Et je le redis. Bon, voilà. J'aimerais bien qu'on voit bien ce type d'évolution. C'est vrai que c'est pas le matriarcat. Avoir partagé le pouvoir de s'occuper des gosses. Ou c'est pas le patriarcat, mais c'est pas le matriarcat non plus. C'est un problème réel d'égalité. Je crois qu'il y a aussi une interrogation à se faire, peut-être en les Bourdieu aussi, mais d'autres. C'est qu'est-ce que ça veut dire la domination? Parce qu'il y a aussi un argumentaire masculin qui est de dire ah bien sûr les hommes ont encore l'avantage d'avoir une domination matérielle, mais il y a une domination psychologique, affective et autres qui fait que sournoisement ou indirectement la femme finalement domine à son tour d'une autre façon. Donc là-dessus il faut aussi peut-être faire une clarification puisqu'on parle tout le temps de domination. Laquelle? De quel capital on dispose pour pouvoir dominer? Alors capital matériel, capital culturel, etc. Mais c'est pas si simple que ça. Non, non. Ça mérite aussi des précisions. Bien sûr. Puisque c'est la clé un peu de ce qu'on veut démêler. Mais aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que les mouvements féministes et autres, parce qu'il y a, par exemple, moi je suis au Parti communiste, on a toujours mené des campagnes pour l'égalité entre hommes et femmes. Mais on s'aperçoit qu'il y a des lois, il y a des mesures prises, même avec des gouvernements réactionnaires, qui avantagent. Vous avez vu pour les congés, pour garder l'enfant, je veux dire, je perds les mots. Congé parental. Congé parental, c'est nouveau, je veux dire. Il y a quelques améliorations, donc il faut aller beaucoup plus loin, mais on tient compte d'un mouvement général important, parce qu'il s'en passerait de prendre des mesures pareilles. Non, moi je voulais juste signaler que ce qui se passe en Espagne à ce niveau-là est très intéressant parce que mon mouvement féministe est assez fort et ils ont vraiment réussi. Ce qui se passe en Espagne est assez intéressant parce que depuis les années 90, ils ont réussi une transformation assez importante de la société en fait. Le mouvement féministe a réclamé des lois qui ont été adoptées et 20 ans, 30 ans plus tard, la société a vraiment évolué en fait. Une fois qu'elles ont eu ces lois, il y a des choses qui ont vraiment transformé. Tout d'abord, il y a eu en 2000 la loi cadre contre les violences de genre dans le couple en fait, où il y avait des tribunaux spécifiques pour ça, des juges spécifiques pour ça, des policiers spécifiques pour ça, enfin tout le monde était spécialisé en fait. Et puis, plus récemment, il y en a eu d'autres qui dans cette même veine féministe, en fait, qui ont vraiment... ça fait que maintenant, une femme qui subit une violence en Espagne porte plainte de façon assez naturelle, pratiquement toutes. Enfin, je veux dire, après, il y en a d'autres. Bon, je reviens à la transformation sociale, excusez-moi, je ne perds pas le fil. Là, il y a eu des permis de maternité, des congés de maternité et paternité de même durée et non transférables, c'est-à-dire que tout le monde doit prendre un congé quand il a un enfant. Ça élimine une discrimination à l'embauche et en plus ça aide les pères à se mettre dans l'éducation de l'enfant. Ça c'est une autre loi importante qui a transformé la société. Et bon, il y en a encore d'autres où il n'y a pas les publicités pour enfants en fait. Il n'y a pas le droit d'avoir des codes couleurs où tous les jouets doivent être annoncés par des enfants des deux sexes. Les salaires. Les salaires, sans doute aussi, je sais pas trop. Mais bon, la dernière en date, c'est pour les viols en fait. C'est la personne accusée de viol de montrer qu'elle avait consentement quoi.
La charge de preuve a été renversée récemment, il y a quelques années, après l'affaire de la meute. Voilà. Bon, c'est une série de lois, il y en a encore d'autres, mais il y a une série de lois qui ont initié des transformations sociales qui franchement sont visibles. Ça veut dire, Et alors, question, c'est la droite ou la gauche qui fait ça? c'était plus la gauche. D'ailleurs, laissez-moi ne pas voir les féministes. Les féministes sont l'ennemi numéro 2 des extrêmes droits dans l'Espagne. Chez nous aussi. Attends, il y a quelqu'un avant toi. Robert. Je vois que le capitalisme est aussi une société évolutive. Et ouais, aussi. Et là, je renvoie à notre presque camarade qui est décédé aujourd'hui, Kluskar, sur le capitalisme de la séduction. Dans les périodes où le système le peut, il lâche sur le sociétal pour mieux conserver le matériel. Il y a ça aussi. Ouais. C'est lié Et par ailleurs, les hommes savent récupérer très bien aussi. Mais c'est bon à prendre quand même. Ah, bien sûr. Sur les formes sociétales, je veux dire que la contraception ou bien l'IVG, ça arrange autant les hommes que les femmes. Oui. Vous voyez un peu, il y a des choses extraordinaires. On traitait l'Italie, l'Espagne, une société macho, et c'est eux qui font le plus de progrès dans la défense c'est des vrai. femmes. C'est assez surprenant, je veux dire. Mais ils sont pas l'Espagne, moi je l'attribue au fait, je pense, après il faudrait l'étudier, qu'après la mort de Franco, l'Espagne était en retard. Donc le mouvement féministe s'est bougé pour avoir le droit à l'IVG, pour avoir tous les droits qu'il y avait déjà en France. Et en fait, après, il s'est pas arrêté. Donc du coup, maintenant, elles sont... Ouais, le mouvement... Une fois qu'elles ont eu l'IVG, elles ont continué. Pas ça, Franco, quoi. C'est pas si grave, mais en tout cas, à cause de... En 68, 10 ans de gaullisme, on disait 10 ans ça suffit, notamment dans la jeunesse. Alors contre un régime gérontocratique, ça faisait du bien de se dégager un peu. Pour le régime, ça lui coûtait pas très cher. Ouais. Je pense qu'ils sont... Ouais, ça c'est vrai. Ok. Voilà. Michel. Alors moi, c'est une remarque un peu naïve, délibérément naïve. J'ai l'impression ce soir de découvrir que le patriarcat, le matriarcat, est simplement lié à l'inégalité, et que sa causalité, son origine est liée à l'origine de l'inégalité. Oui, c'est vrai qu'on a un peu dit ça. Quand on dit que c'est lié à la propriété privée, c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Mais il y a... Bon, bien sûr, c'est ça qu'on dit, mais dans la propriété privée des moyens de production, on associe à ça la question de la transmission de l'héritage. Et bon, c'est une question qui charrie de l'inégalité, bien entendu, mais bon, c'est une institution dans toute société quand même. À partir du moment où il y a propriété privée, il faut le préciser. Toujours à cause de la propriété privée. Toujours à cause de la propriété privée. Elle est intervenue. Moi, je parlais des Amérindiens. Qu'est-ce qui se passe chez les Amérindiens? Enfin, je parle de ceux qui vivent dans la jungle. Ils sont propriétaires de rien, mais ils sont propriétaires de tout. Et c'est pour ça que leur façon de vivre est complètement différente de notre société. Il n'y a pas de propriété privée. J'ai vu Hervé et Jacqueline. Par rapport à la domination qui découle directement de la propriété privée, des structures de propriété, à mon avis, il y a quand même d'autres paramètres qui rentrent aussi en ligne de compte, notamment des paramètres, on va dire, psychologiques, des paramètres de position sociale. Moi, il y a une chose qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait une conférence de préhistoriens, donc je pense qu'il y avait Henri Lumley, puis celui qui a découvert Lucie, qui avait présenté notamment la production vraiment de l'âge de pierre, mais très, on va dire, le début de l'âge de pierre, avec notamment les productions de bifaces. Il y a quelque chose qui était frappant, c'est que parmi les bifaces, donc les pierres taillées, les bifaces normalement c'est un caractère utilitaire. Il y avait des bifaces énormes qui manifestement n'avaient aucune utilité pratique, que ce soit en tant qu'outil ou en tant qu'arme. Donc c'était bien des trucs purement symboliques pour montrer c'est moi qui ai le plus gros biface. Et c'était une époque où la propriété privée n'était pas vraiment développée. D'accord. En termes d'affirmation de position hiérarchique, il peut y avoir des affirmations de position hiérarchique et des phénomènes de dominance, y compris avant un développement important de la propriété privée.
Moi, je crois tout à l'heure, on parlait de la méfiance qu'on devait avoir à l'égard de l'occidentalisme. Je pense qu'il faut faire aussi attention à l'omnipotence de l'économisme. Si le marxisme peut avancer dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, il faut ajouter d'autres éléments que toute la sociologie est en train de chercher. Bien sûr. Jacqueline. Non, mais j'ai vu, mais elle a demandé avant. On a oublié un élément important, je reviendrai après. Non, je voulais dire qu'on oublie aussi un mouvement très important au XVIIe siècle, alors qu'on est sous la monarchie absolue, c'est-à-dire vraiment le patriarcat stricto sensu, c'est le mouvement galant, la galanterie, qui a été initié par des femmes et des hommes, alors certes de l'aristocratie, pour demander l'égalité, la possibilité pour les femmes de choisir leur mari, de ne plus les mariages arrangés, machin chose, qui a contesté l'héritage dernier par les hommes, qui a demandé la possibilité pour les femmes de faire des études, puisque même dans l'aristocratie, les femmes étudient juste pour pouvoir être d'excellentes mères, et puis aussi femmes qui reçoivent, etc., chez elles, qui font salon. Bon, et il faut savoir que Molière, qui lui appartient à la bourgeoisie, n'est-ce pas? La bourgeoisie a toujours été extrêmement conservatrice de ce point de vue-là. Molière se moque de ces femmes, avec les femmes savantes, l'école des femmes, qu'il ridiculise complètement. Et le roi Louis XIV, au départ, alors qu'il est très jeune, va participer à une pièce de théâtre, je ne sais plus, il apparaît en galant, et quand il va comprendre, on va lui faire vite comprendre ce qu'est la galanterie, il va là, évidemment lutter contre la galanterie. Et cette galanterie qui au XVIIIe siècle va devenir libertine, donc la contestation de Dieu, on remet en question Dieu, etc. Et il faut savoir que ces gens-là vont aussi, pour la plupart, participer à la Révolution. Ok. Remarque, les femmes... On a oublié un élément important. Qu'est-ce qui a renforcé la domination du patriarcat? Nos religions monothéistes. Quand vous voyez que ce soit chrétienne, quelle qu'elle soit, musulmane, juive, c'est catastrophique. La femme, elle est moins que rien quand vous regardez soit la Bible, la Torah. Je vais l'évoquer la semaine prochaine. Voilà, donc voilà, je crois qu'il faut en parler parce que pendant des siècles, dans notre civilisation en Europe, on a été bloqué dans l'évolution possible. Puisqu'il y a des femmes qui voulaient s'émanciper, on les traitait de sorcières, on les brûlait vives. Il y a toute cette réalité-là. Ceci étant dit, les religions polythéistes ne sont pas forcément très féministes non plus. Les sociétés grecques ou romaines, on ne peut pas vraiment dire. Je sais pas. On pourra parler des francs-maçons aussi, mais j'ai un texte intéressant. Je suis un peu en désaccord avec ce qui vient d'être dit à propos de Molière. Parce que dans la plupart des canevas des pièces, c'est quand même la fille qui choisit contre la volonté du baron. Et je crois qu'il faut qu'on réussisse à bien situer Molière. Molière, c'est pas simplement un bourgeois, comme tu le dis, c'est aussi quelqu'un qui a préparé le libertinage et qui faisait partie de tout un cercle, avec Gassendi notamment, puisqu'on est dans la région, autour de ce genre de choses, autour de ces progrès-là. Et là, je ne peux pas dire que ça soit lié justement à l'économie. Il y a autre chose qui se passe dans cette sphère-là. Et pour rebondir sur ce que disait Robert tout à l'heure, moi j'ai été frappé lorsque j'ai regardé une exposition qui a été faite dans plusieurs musées de Nice, c'est les peintres qui ont dépeint Nice. Je me suis intéressé, pas tellement au tableau, que je connais pour la plupart, mais à des petits détails. Et assez extraordinaire de voir la peinture qui est faite par la plupart d'entre eux, de ces peintres-là, sur les pêcheurs. On voit bien qu'il y a une division sexiste du travail, avec le pêcheur qui est celui qui conduit le bateau, avec le pêcheur qui est celui qui tire le filet, le pêcheur qui est aussi celui qui
remaille le filet. Mais par contre, c'est la femme qui vend, c'est la femme qui est à côté, qui est à côté du bateau, je reste sur le pêcheur, à côté du bateau, qui est en train de préparer le repas, qui a les gosses avec elle, etc. C'est quand même assez révélateur, ce truc-là, de ce qu'était la société, je vais dire, niçoise, populaire, à ce moment-là. Et ça, c'est pas la division, c'est la division du travail, c'est pas lié à la propriété, hein, parce que la propriété, il avait en commun le bateau et le filet. Voilà, c'est tout. Et je crois qu'il faut qu'on gamberge un peu sur ces situations-là qu'on a, qui sont pas très loin de nous. C'est ce qui nous permettra peut-être d'avancer. Hervé. Alors, pardon. Non, c'est Hervé. Hervé et Mireille. On va dire entre guillemets, dans la promotion du patriarcat, on a parlé un peu de l'influence des religions, des traditions, etc. Mais même au niveau, on va dire, des sciences humaines et des sciences sociales, on va dire, des 2 derniers siècles, on va dire, je pense qu'il y a eu aussi pas mal de justifications du patriarcat. Je pense qu'y compris la psychanalyse, je pense qu'elle a eu un rôle aussi de légitimation de certaines formes du patriarcat. Donc, c'est pas uniquement, on va dire, les traditions très, très anciennes, c'est-à-dire y compris dans les approches scientifiques. Je pense qu'il y a eu quand même des éléments, entre guillemets, dits scientifiques pour justifier. Justificateur. Ouais. Ouais. Mireille. Oui, pour revenir à la religion, Saint Paul, il dit texto. Ah oui, mais elle est en train de me casser la baraque pour la semaine prochaine. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Voilà. C'est dans la Bible. Et l'homme, l'homme n'a pas été créé par la femme, mais la femme pour l'homme. Tout est dit avec ça, et une culture religieuse d'enfer. C'est quand même la femme qui accouche l'homme. Voilà. Pour terminer, je vais vous dire Florence Guiton. Oui, sur la propriété privée. Alors certes, dans le peuple, il n'y a pas ces problèmes de transmission, n'empêche que la nécessité de maîtriser la fécondité des femmes et de savoir de qui étaient les gènes a créé la domination sur les femmes, sinon tu n'avais pas besoin de la dominer. Qu'après ça soit descendu dans le peuple qui n'avait pas forcément les mêmes besoins et que de ce besoin économique de transmettre son patrimoine, on en est arrivé à un besoin, à quelque chose de culturel, je suis d'accord, mais c'est en ça qu'on dit que c'est la propriété privée qui a entraîné la domination des femmes par les hommes. Oui, mais oui, bien sûr. Mais ça, oui, puis tu réagis aussi un peu à ce que disait Robert. Mais sur l'économicisme, fondamentalement, je pense que oui, il faut qu'on se libère de l'économicisme, mais on peut le faire, on a déjà le concept tout près, et c'est Friedrich Engels qui nous l'a procuré. C'est la détermination en dernière instance. Où Engels dit qu'il faut pas que lui et Marx, ou Marx et lui, n'ont jamais dit que l'économie était déterminante en dernière instance. Ça a été parfois interprété comme ça. Mais ça a l'organisation démocratique. Et c'est ça. Et ça a été interprété comme ça. Mais c'est une erreur. Détermination en dernière instance. Il peut y avoir dans certaines situations des sphères de la société qui exercent une influence déterminante pour telle ou telle évolution, que ce soit l'idéologie. Regardez aujourd'hui le rôle que joue comme verrou cette idée qu'il n'y a pas de politique alternative. Je suis complètement en dehors du sujet là, de ce soir. There is no alternative. There is no alternative. Tina. Bon. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est cette idée qui bloque tout. Parce que sinon, les peuples ont 1000 raisons de se révolter. Ils ne se révoltent pas. Ils ont 1000 raisons objectives dans la vie réelle de faire péter la baraque. Mais ils ne le font pas. Je crois, moi personnellement, je pense que si les luttes restent toujours dans des zones intermédiaires, c'est parce que, au bout du bout, il y a des millions et des millions de gens qui pensent
qu'il n'y a pas d'autre politique possible. Et là, on est dans une détermination en dernière instance. Et c'est pas l'économie, c'est une idée. Il cherche un maître, c'est pour ça. Regardez Poutine, regardez aux États-Unis, il cherche un maître. C'est Lacan qui a dit ça, et il ne s'est pas trompé. Surtout parce... Pardon. Oui, moi je voulais dire par rapport à c'est Jacqueline. Jacqueline. Oui, ce que tu disais, l'importance aussi à partir du XVIIe et au XVIIIe siècle de l'estime, le sentiment de soi et l'estime de soi. Et je pense que peut-être nous aussi, dans le cadre des recherches marxistes, il faudrait vraiment penser aussi à l'individu, à l'individualisme. Enfin, l'individu aussi. L'individualité. Oui, l'individualité. Alors, importante aussi, disons. Ça, cette articulation aussi entre... C'est prévu. Oui. C'est prévu. C'est prévu, peut-être pour l'année prochaine, en fin d'année prochaine, peut-être. Ou plus tard. Oui, alors je voulais juste citer un exemple comme ça. Dans nos sociétés, je sais, caribéennes, en Guadeloupe, en Martinique, je sais que ça se faisait à l'époque de mon grand-père et de mon aïeul. Parce qu'avec mon père, ça avait déjà été plus ou moins banni. Quand le bonhomme allait travailler, il ramenait sa paye. Et c'est la femme qui gardait l'argent à la maison et qui lui donnait quelques sous pour qu'il aille prendre un pot avec ses copains à la buvette. Et c'est elle qui s'occupait de l'argent, c'est elle qui dispatchait les fonds qu'il fallait pour la maison, les enfants et la famille. Ça, mon grand-père et mon aïeul étaient comme ça avec mon père. Plus on s'est occidentalisé, en fait, plus on a voulu ressembler aux Français, aux Européens, et plus on a eu cette déchéance à laquelle on assiste aujourd'hui. Oui, absolument. L'expression des îles, c'est Martinique ou Guadeloupe, qui dit que la femme est potomitan. Tout à fait. Potomitan. Potomitan, c'est le poteau au milieu de la case créole qui tient toute la toiture. D'accord. Si. Ok. La femme, tout à fait. La femme potomitan. Ouais, ok. Alors moi j'avais juste un truc, mais vous allez être horrifiés. J'ai mon fils, il y a 2 mois, il était en Afrique du Sud, et il y a un royaume qui est reconnu, avec un roi, mais c'est une histoire de fou, hein. Il a droit à une vierge par an. Hein, je me rappelle du 10, je sais pas, c'est un petit royaume, hein, il y a le roi. Ça existe encore? Et oui, ça existe, il y est allé. Et alors, les femmes, mangez pas de cervelle d'animaux, ça vous rend intelligente. C'est les critères de ce petit royaume. Ne mangez pas de la langue d'animaux, parce que vous allez trop parler. Et ne mangez pas des jambes d'animaux, des pattes, parce que vous allez vous échapper. Mais c'est des critères incroyables. Et il y a la peine de mort qui est décidée par le roi, suivant le truc. Mais c'est un tout petit royaume. Hein. Et mon fils, il est même allé au rocher, où le gars qui est condamné à mort, on le jette de la falaise. Mais ça existe aujourd'hui. C'est incroyable. Vous voyez un peu alors. Simplement dire qu'il y a aussi des tensions dans l'histoire, un peu comme par exemple les écrits de Marx. Enfin, il y a eu des expériences historiques de société égalitaire. Les hérétiques, je crois, étaient vraiment organisées pour une société égalitaire, l'hérésie. Les républicains espagnols aussi, et il doit y en avoir d'autres. Il y a eu des moments historiques où vraiment il y a eu des tentatives de vraies sociétés égalitaires. Je n'ai pas fait la recherche au fil de l'histoire, mais c'est des sociétés sur lesquelles je suis tombée, on va dire. Puisqu'il y avait le mouvement anarchiste en Espagne. Les républicains espagnols étaient très égalitaires, et l'hérésie en France aussi. C'est sûrement lié à l'anarchisme, non? Il faut passer dans les autos. Jacqueline? Oui, moi je voudrais quand même terminer en disant que si les gens ne croient plus en rien,
C'est aussi la faute d'une certaine gauche, parce que quand ils votent à gauche et que c'est exactement la même politique que la droite, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, un, ils n'aillent plus voter, deux, ils pensent qu'il n'y a pas d'autre politique. Oui, bien sûr. There is no alternative, c'est aussi à cause de ça. Bon, est-ce qu'on peut clore? Je clôt. J'ai conclu.